Avec moi, j'ai Rodéric Chabot des éditions Espoir en Cannes. Bonjour Rodéric. Salut Sylvain. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Les éditions Espoir en Cannes, ça vient d'où l'idée de démarrer cette maison d'édition-là? Écoute, en 2008 et en 2009, j'ai publié mes deux premiers romans jeunesse, Les péripéties de Roch Ringuette, à compte d'auteur, aux éditions du Mécène, qui est une maison d'édition qui n'existe plus maintenant, mais qui était basée à Saint-Prosper, en Beauce. OK. Et à cause que j'ai publié à compte d'auteur, j'ai eu des opportunités de pouvoir aller au Salon du livre de Québec avec les éditions du Mécène, où on avait une table, je te dirais, dans le fond du salon, où on était vraiment caché des autres et tout, proche de la toilette. Donc, on avait plus souvent des gens qui venaient nous demander où étaient les salles de bain, plus que nos livres. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que en étant au Salon du livre les 2 années de suite, en 2008 et en 2009, ça nous a permis de vraiment rencontrer des gens qui étaient passionnés par le livre. Les gens prenaient le temps d'arrêter, de nous parler. Les gens avec qui je conversais, je réalisais à quel point ils étaient passionnés par les histoires. Les jeunes étaient passionnés par la lecture, puis que quand on prenait le temps d'expliquer notre livre au lieu de le vendre, puis de dire à quel point il est bon, puis qu'il est beau, puis que les héros sont ci et ça, je prenais le temps de vraiment expliquer mon histoire, parler aux jeunes, puis de mettre aucune pression sur les jeunes par rapport, ou sur le jeune plutôt, pour le vendre. Puis ce que je réalisais souvent, c'est que les jeunes me disaient « Ah, OK, ben je vais revenir, je vais faire le tour de tout ça. » Donc, tu sais, quand un jeune ou un parent te dit « Ils vont revenir », souvent, c'est juste une façon polie de dire « Ah, ben merci beaucoup, mais on se revoit l'année prochaine. Ouais. » Mais au contraire, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des jeunes et des parents qui revenaient 1 heure après de m'acheter un livre. Okay. Puis j'ai comme réalisé, Caroline, ils ont le choix de plein d'éditeurs, de plein de livres. Puis après avoir fait le tour au complet du Salon du livre, ils viennent me voir moi, puis ils m'achètent un livre. Puis c'est là que j'ai réalisé, j'ai dit, crème, pourquoi que les autres maisons d'édition se plaignent qu'ils ne vendent pas beaucoup quand ils viennent au Salon du livre, puis que leurs auteurs ne sont pas reconnus ou que les gens n'arrêtent pas souvent de les voir? Parce que juste devant nous, on avait une grosse maison d'édition qui était semi-jeunesse, je dirais, parce que c'était plus des titres, je te dirais, entre adolescents et adultes. Je voyais les auteurs assis devant nous qui avaient une belle table, une bouteille d'eau équipée pour aller à la guerre, mais personne ne s'arrêtait pour les jaser, puis ils avaient l'air profondément à s'ennuyer. Donc, pour moi, j'étais comme... Je trouve ça... tu sais, je me demandais... Je me disais en même temps, mais pourquoi ils viennent m'encourager, moi, qui entassé avec 5 autres auteurs sur une petite table de 4 pieds, puis dans le fond, j'ai rien de plus à leur offrir qu'un bon livre puis une bonne histoire. Donc, la graine a été comme plantée là. C'est là que j'ai dit, peut-être qu'une maison d'édition, pour moi, ça serait cette façon-là que j'opérais. L'autre affaire qui m'a fait réaliser aussi que pour moi, c'était important d'avoir une maison d'édition à ma saveur, c'est que j'ai réalisé que souvent les jeunes qui allaient au Salon du livre ou qui allaient dans les magasins rencontrer des auteurs, les auteurs un peu avaient une attitude un peu de pousser leurs livres sur eux, tout ça. Même j'ai entendu des histoires où les auteurs, tu sais, essayaient de convaincre le jeune qui a un 20 $ dans sa poche de payer son livre et tout. J'étais comme... Il me semble que c'est pas la façon de faire, ça. C'est pas la façon qu'on devrait initier les jeunes à la lecture. C'est plutôt un peu, je ne vais pas utiliser le mot, mais je vais l'utiliser pareil, un peu intimider un jeune à dépenser son argent parce qu'il se sent mal s'il n'encourage pas l'auteur et tout ça. Donc je me suis dit, si moi je partais de ma maison d'édition, comment est-ce que je m'y prendrais pour parler aux jeunes, puis jaser aux jeunes par des histoires et des livres que nous on produirait et tout ça. C'est là que j'ai vu que moi, ça serait ma façon de faire, ça serait vraiment de pouvoir promouvoir nos livres, nos histoires, indépendamment des ventes et des objectifs qu'on établit en tant que maison d'édition. Ceci dit, c'est une belle... c'est un beau rêve quand on y pense, mais la réalité, c'est que c'est quand même une entreprise qu'on part quand on décide une maison d'édition. Donc, en 2009, quand j'ai fait le dernier des Salons du livre, on a eu une année extraordinaire de vente, puis j'ai été le meilleur vendeur à vie des éditions du Mécène pour ce salon-là, avec presque 100 livres de vendus en 5 jours, ce qui est du jamais vu pour une petite maison d'édition, et surtout ce qu'on était placé la 2e année de suite dans le salon. Et j'ai compris une chose, j'ai parlé aux jeunes, honnêtement, je leur ai jasé de mon livre, puis malgré tout ça, ils ont encouragé l'auteur.
Puis je me suis dit, il y a une place pour une nouvelle maison d'édition. Puis c'est là pour moi que l'idée est venue, mais ça a pris naturellement un autre 4 ans avant que je décide de le partir. Parce que c'est difficile de se démarquer par rapport aux autres maisons d'édition, surtout que maintenant, surtout d'intéresser les jeunes. Les jeunes ils ont accès à plusieurs plateformes avec les tablettes ou les ordinateurs, via Internet, d'aller consulter des livres en ligne. Tout ça, comment vous allez arriver, dans le fond, à intéresser le jeune à lire un bon livre? Oui. Premièrement, quand on part d'une maison d'édition, il ne faut pas penser à ça. Il ne faut pas penser à où est-ce que nous, on peut se placer parmi les grands et les plus petits, tout ça, parce que quand on commence à penser à ce côté-là, on réalise vite fait qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de maisons d'édition qui existent, il y a beaucoup d'auteurs qui publient eux-mêmes, puis que nous, on serait juste un pion parmi tant d'autres. Il faut le faire vraiment pour les bonnes raisons, ce qui est de vraiment adorer la littérature jeunesse, dans mon cas à moi, mais de surtout décider d'avoir une vision éditoriale. Okay. Puis ma vision éditoriale, quand j'ai parti de la maison d'édition, était simple, c'est que je ne suis aucune mode littéraire. Je veux créer des tendances au lieu d'y suivre. Donc, en partant, je m'aidais pas. Donc, je sais qu'en partant de maison d'édition, tu dis, OK, mais moi, je publie le prochain best-seller, je me dis le prochain livre de vampire, le prochain livre de jeune fille qui a un journal intime qui va être publié, ça va marcher au bout, je vais être... On crée pour essayer de vendre, au lieu de créer pour faire un bon produit. Exactement. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, je veux dire, honnêtement, il y en a plein d'auteurs qui écrivent sur les vampires ou qui créent des livres qui ressemblent un peu à Hunger Games, des choses comme ça qui sont populaires, c'est un peu la saveur du moment. Puis c'est parfait, mais moi, je savais que mes histoires avaient un critère, qui soit intemporel. Okay. Pour moi, intemporel voulait dire une chose. Les meilleures histoires du monde ont toujours été ceux ou celles qui n'ont pas de date, on ne peut pas les fixer dans le temps, et que même après 10, 15, 20, 25 ans, 100 ans d'existence, on peut les relire et jamais se tanner. Donc, ma maison d'édition, en partant, c'est important de tout de suite se mettre ça comme vision éditoriale. Donc, je me suis comparé aux grands. Je me suis dit, quand j'ai fait mon plan d'affaires, que je voulais avoir un peu des histoires style Le Petit Prince, les Tintins, les Spirou. Ces livres-là et ces bandes dessinées-là qui ont été écrits dans les années 30, dans les années 40, tiennent encore le coup aujourd'hui, encore des gros vendeurs. Pourquoi? Parce que l'histoire est incroyable. C'est pas une question, on le sait dans Tintin, on voit les vieilles voitures, on sait que ça a été écrit dans cette époque-là, mais l'histoire est tellement forte, tellement bonne, qu'elle traverse les temps, puis qu'en 2014, on peut relire des Tintins, on peut relire Le Petit Prince des milliers de fois, puis jamais cette année, même si on sait que ça a été écrit dans telle année. Donc, mon mandat, en tant qu'éditeur, c'était de trouver ces histoires-là, que je le sais, que dans 15 ans, je vais ressortir le bouquin, je vais relire l'histoire, puis je vais faire « Wow! » C'est aussi bon que ça l'était quand je l'ai trouvé il y a 15 ans. Donc, avec ça, j'ai décidé de partir en me disant c'est ça notre mission, puis on va rester avec ça. On ne faut pas commencer à penser trop au niveau des ventes et des objectifs. Cela viendra quand on sera établi en tant que maison d'édition avec une bonne vision éditoriale, que les gens nous reconnaissent pour ce qu'on fait et non pour ne pas se différencier des autres en se disant on va juste publier ce qui est bon, ce qui est populaire, puis les livres, quand ils ont fait leur temps, on les met de côté et on trouve des nouveaux auteurs. C'est au contraire. Le premier livre qu'on a publié, mais dans 10 ans, je vais être encore capable de pouvoir le vendre et de l'offrir aux gens pour dire que c'est encore une excellente histoire, vous pouvez encore le lire. Parfait. Puis tu as apporté 2 livres avec toi. Oui, nos 2 premières publications, dans le fond, les 2 premiers auteurs de la maison. J'en suis très fier. J'aimerais ça si tu pouvais nous en parler un petit peu, raconter un peu l'histoire. Oui, oui. Le premier auteur que je vais te parler, c'est Daniel Laverdure. Daniel Laverdure, c'est un auteur jeunesse qui roule sa bosse depuis presque 30 ans dans l'édition jeunesse. Il y a 28 livres de publiés. C'est son 29e. Puis la drôle d'histoire derrière Daniel, c'est que c'est quelqu'un de tellement humble, tellement passionné par son métier. J'aurais jamais pensé de publier un auteur connu à ce point-là. Puis malgré ça, il est méconnu du public à cause que malgré ses 28 livres de publiés, pas grand monde connaît son nom. Mais les gens dans le milieu d'édition savent tous qui est Daniel Laverdure. Donc j'étais déjà honoré que Daniel m'envoie quelques manuscrits juste pour que je puisse lire et en prendre connaissance et peut-être en publier un. Puis l'histoire, c'est que quand j'ai fait un appel aux auteurs la première fois pour la maison d'édition, le premier auteur qui m'a envoyé ses manuscrits, c'est Daniel Laverdure. En partant, j'ai reçu, je pense, 10 manuscrits de lui, tout en format PDF, floc, dans ma boîte au courriel.
je ne le connaissais pas. Donc, j'étais déjà surpris de recevoir ça. Et deuxièmement, j'étais surpris de voir le nombre de manuscrits qu'il y avait. Mais quand j'ai fait ma petite recherche sur l'auteur, j'ai vu qu'il y avait 28 livres de publiés avec des grosses maisons d'édition. On parle de Robert Soulière, Michel Quintin, Zélé. C'est des grosses maisons d'édition qui sont encore, qui ont pris leur envol il y a des années, puis qui tiennent le coup encore aujourd'hui. Puis Daniel, le premier livre que j'ai ouvert, c'est Bloc. Le premier PDF que j'ai ouvert, c'était son histoire Bloc. Et en partant, quand j'ai lu la première ligne de son histoire, tout de suite, je savais qu'il fallait que je publie ce livre-là. C'était tout de suite le genre de mots et de lignes qu'il fallait pour une maison d'édition pour partir notre mission, notre vision éditoriale. C'était cette histoire-là. Donc, j'ai lu le livre au complet, le manuscrit plutôt, puis en partant, j'ai feuilleté les autres, mais je savais que c'était celui-là que je voulais pour la maison d'édition, c'était Bloc. Donc, l'histoire derrière Bloc, c'est simple, c'est 4 individus, une jeune fille qui veut se suicider. Ça commence raide, comme on dit, là, mais on voit que Daniel, il a vraiment un humour particulier. Il amène la mort d'une autre façon, humoristique pour les jeunes, puis que dans le livre, on réalise que les 4 sont pris dans un bloc appartement. Il y a un problème de coquerelle. Les 4 font face un peu à leur mortalité, un peu de différentes façons. Puis, ultimement, ils s'en sortent tous en voyant que la vie est trop belle pour être gaspillée sur les pensées de la mort et tout. Mais l'histoire, elle accroche tellement avec son humour et tout qu'on feuillette le livre qui est 102 pages en même pas 45 minutes, 1 heure pour un adulte. Je veux dire, pour un enfant, peut-être plus long, pour un jeune, mais pour nous, on passe au travers. Puis les gens à qui je l'ai fait lire avant de le publier ont tous dit la même chose. Ils ont dit, crime, j'ai pas vu le temps passer, j'ai tout de suite embarqué, puis je voulais savoir le dénouement des 4 personnages. Puis Bloc, le B, c'est pour Brigitte, une personnage principal. L pour Léon, le propriétaire du bloc, O pour Octave, l'exterminateur, puis C pour Cyril, le voleur, qui lui veut voler tout le monde pendant qu'ils sont sortis du bloc. Un voleur apprenti qui se pense bien intelligent, mais qui va trouver des embûches assez vite dans son périple de vol et tout, là. Donc, tous sont confrontés à leur mortalité un peu. Donc, c'est vraiment un petit bijou de livre à lire. Je l'ai relu peut-être 20 fois avec toute l'édition, les corrections, tout ça, puis jamais je me suis tanné. Même ma correctrice l'a lu en révisant le côté des fautes et tout ça. Puis elle dit, c'est la première fois que je n'étais pas capable d'arrêter de corriger à cause que je voulais lire, je voulais savoir ce qui se passait à la fin. Donc, pour moi, c'était quand même, on a frappé notre mission en partant. C'est un livre qu'on sait qu'on peut relire maintes et maintes fois et toujours avoir un sourire en coin avec ça. Roderick, avant de passer à l'autre livre, dis-moi où est-ce qu'on peut les retrouver, tes bouquins? Les livres, pour l'instant, à cause qu'on est un éditeur indépendant, on n'est pas distribué dans la manière standard, ce qui est par des grosses compagnies de distribution et tout ça. Donc, vous pouvez acheter nos livres sur notre site internet, espoirencannes.com. Sinon, on en a dans les librairies indépendantes un peu partout à travers le Québec maintenant. Tout frais aujourd'hui dans la librairie Select à Saint-Georges-de-Beauce qui est maintenant disponible aussi. Donc, on a vraiment un bon support, des bons partenaires qui ont embarqué avec moi pour pouvoir distribuer nos livres, les mettre dans leur librairie, leur donner une belle petite place et tout. Et sinon, si vous êtes trop loin de ces librairies-là, vous avez accès sur le site Internet sans problème. On l'a mis en ligne hier, justement, la boutique en ligne. Très facile, très simple à utiliser. Puis s'il y a des gens, des commerces de la région qui voudraient peut-être vendre ton livre, ils peuvent communiquer avec toi? Absolument. Ils ont tout le formulaire de contact sur notre site Internet. Ils ont juste à entrer en contact avec moi. Ça me fait plaisir de leur remporter personnellement. Parfait. L'autre livre, Rosabelle. Oui, Rosabelle, c'est une histoire complètement différente. On passe du gauche à droite, là, comme on dit. Rosabelle, c'est une histoire d'une auteure qui s'appelle Mélanie Grenier, mais en fait, elle n'est pas vraiment auteure. Elle est une artiste en premier. Elle a sa propre compagnie de cartes de souhait. Elle a écrit une petite histoire qui s'appelait Rosabelle. Elle m'a envoyé ça tout bonnement. C'était 6 pages au début. C'est devenu 26 pages, le petit roman. Et c'est une histoire de Dame Nature, dans le fond, qui se crée un enfant qui s'appelle Rosabelle, qu'elle nomme Rosabelle. Puis Rosabelle apprend très vite que la vie, ou pas la vie, mais la nature n'est pas toujours ce qu'elle est. Donc, elle rencontre toutes les dames. Donc, non seulement Dame Nature, mais Dame de l'eau, Dame du vent, Dame des nuages et tout. Et ils n'ont pas tous des bonnes intentions envers elle. Donc, il y a 2 choses dans cette histoire-là. On comprend pourquoi que Dame Nature existe. On comprend aussi pourquoi qu'il y a des saisons maintenant, tout à travers l'aventure de Rosabelle dans ce livre-là. Donc, au début, on s'en parlait avant l'émission et tout, qu'on se disait que quand on regarde la couverture, on se dit « Ah, c'est une histoire de princesse, de fée, tout ça », mais quand on lit la 4e de couverture, puis on rentre un peu dans l'histoire, on réalise que c'est vraiment pas ça. C'est vraiment une histoire, une aventure d'une jeune fille qui se découvre elle-même ses pouvoirs,
qui aussi fait des rencontres avec des gens de tout genre. Puis on comprend aussi que le punch à la fin, on comprend beaucoup de choses sur notre planète aussi. C'est un petit mini-roman de 26 pages. Puis à l'intérieur, souvent, ce format-là, qu'on appelle un 8 par 8, des images à l'intérieur, mais dans celui-là, il n'y en a pas. Il y a des petites images juste pour illustrer les chapitres, mais autre que ça, c'est ce qu'on appelle vraiment un mini-roman. Je voulais pas que les gens nécessairement, je voulais pas qu'il y ait des images, mais je trouve qu'il est tellement bien écrit par Mélanie que quand on le lit, on a comme l'image dans notre tête, on la voit, Rosabelle s'envoler, on voit Rosabelle dans ses aventures, dans ses pouvoirs et tout. Donc je trouvais que c'était vraiment une belle façon de l'introduire. Puis Mélanie, ce qui est le fun de cet artiste-là, c'est que c'est son premier livre. Elle a eu une entrevue dans un journal dans son coin où elle habite à Victoriaville. Et la journaliste, dans son article, a écrit « C'est très rare qu'un auteur envoie un premier manuscrit, se fait publier immédiatement et tout ça. » Puis quand j'ai fait son lancement, Mélanie, il y a 2 semaines à Victoriaville, et je suis revenu sur l'article un peu, je dis ben, c'est ça, Espoir en Cannes. C'est justement ça. Quand on trouve une bonne histoire, on ne regarde pas les auteurs, leur CV, on ne regarde pas s'ils ont déjà publié ou s'ils ont fait telle chose. Quand une bonne histoire est là, il faut qu'elle soit publiée, on la publie. Puis de là vient le nom aussi, Espoir en Cannes. L'espoir existe pour tout le monde. C'est bien, c'est bien. Puis qu'est-ce qu'il y a à venir dans les projets de livres? Beaucoup de projets que je ne peux pas te parler aujourd'hui à cause que ça, c'est encore pas signé. Okay. Énormément d'auteurs qui m'ont envoyé de manuscrits que je leur ai demandé de retravailler certaines parties de leur manuscrit, pas à cause que je pense que j'ai la clé du succès d'un best-seller, mais plutôt à cause que leur manuscrit est excellent, mais pour qu'il soit publié chez nous, il faut retravailler des parties pour rendre justement le côté intemporel, le côté aventure, le côté de ce que nous, on recherche comme vision éditoriale. Il y a des auteurs qui ont accepté, d'autres non. C'est parfait. Parce que, ultimement, ce que je veux, c'est que les auteurs chez nous soient heureux d'être chez nous. Je veux qu'ils soient fiers d'être publiés par l'Espoir en Cannes. Pour la simple raison que nous, on fait les choses différemment. On travaille main dans la main avec l'auteur. On n'a pas d'équipe qui est derrière nous, qui retravaille les manuscrits et tout. Moi, c'est vraiment, je m'assois avec l'auteur à chaque fois. On a une belle conversation. On s'organise pour dire qu'est-ce qu'on peut faire avec chaque livre, avec chaque manuscrit pour l'améliorer. Puis à partir de là, bien, on monte le manuscrit pour le publier. Donc, je te dirais, pour 2014, on a au moins 4-5 projets en chantier, dont une ou deux là, que j'ai hâte d'annoncer. Très hâte, qui va être en janvier, tout ça, des auteurs qu'on ne s'attendrait pas, mais qu'on connaît tous. Tant mieux. Puis vous avez dernièrement lancé un appel aux auteurs de la région. Tout à fait. J'ai fait une entrevue avec l'eau régionale, en tout cas du coin, qui couvre la Beauce au complet. Un article super sympathique qui est en même temps, j'annonce la maison, mais j'annonce aussi la recherche d'auteurs. Je recherche des auteurs. Je veux toujours recevoir des nouveaux auteurs chez nous pour que je puisse lire leur manuscrit, pour que je puisse en prendre connaissance, puis voir si on n'a pas des histoires, des bijoux qui sont cachés à Sainte-Marie, autant qu'à Vallée-Jonction, en passant par Saint-Prosper. Pour moi, c'est super important de publier des gens du coin et donner l'opportunité aux gens qui sont peut-être gênés d'envoyer leur manuscrit ou ils ont envoyé leur manuscrit il y a 5 ans dans une grosse maison d'édition, puis ils ont eu une lettre de refus, puis ils se sont découragés, puis ils ont décidé qu'ils ne l'envoyaient plus. Bien, nous, on est un avenue pour eux. On va les lire, on va les appeler, puis je vais même à la rencontre des auteurs. Donc, je me déplace pour aller les rencontrer s'ils veulent de mes conseils ou s'ils veulent avoir une opinion, un aide sur leur manuscrit, que je le publie ou que je ne le publie pas. Donc, ça, c'est un avantage, je trouve, puis c'est quelque chose que je ne veux pas perdre de vue à long terme, c'est d'avoir cette proximité-là avec les gens qui sentent que Espoir en Cannes, c'est pas juste une machine à vendre de livres, c'est qu'on travaille vraiment avec les auteurs, puis on veut qu'ils soient fiers d'être chez nous, puis que quand ils ont publié, bien, c'est un travail de longue haleine avec moi, mais surtout de eux qui se sont investis pour avoir la meilleure histoire au monde. Les auteurs qui font affaire dans votre maison d'édition, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est à compte d'auteur ou de quelle façon vous fonctionnez? C'est une super bonne question, Sylvain. On n'est vraiment pas à compte d'auteur. C'est une question que je me fais poser souvent. Souvent, les auteurs, avant de m'envoyer un manuscrit, me posent la question, est-ce que vous êtes à compte d'auteur? Est-ce qu'on doit payer pour se faire publier tout ça? La réponse est non. On est une maison d'édition qui est complètement autonome. On suit les règles de l'art. On est comme n'importe quelle grosse maison d'édition, sauf qu'on est tout petit, on débute, mais on défraie tous les frais de publication de A à Z pour l'auteur. Okay. Donc l'auteur, sa job principale, c'est de créer un super manuscrit pour qu'on puisse publier tout ça. Donc l'auteur est nullement engagé à débourser quoi que ce soit pour son livre.
Bien, merci beaucoup, Rodérick Chabot, d'être venu à l'émission. Si les gens veulent voir vos livres ou se procurer vos livres, ils peuvent aller sur votre site web. Tout à fait, www.espoirencannes.com, tout en un mot. Ils peuvent aller sur notre page Facebook, peuvent nous suivre là. Notre boutique est en ligne depuis hier, donc si les gens sont intéressés à se procurer un livre, ils ont juste à cliquer sur l'onglet boutique en ligne et tout de suite, ça les amène à notre petit magasin tout sympathique, très simple à utiliser, sécuritaire à 100%. Pour se commander un livre. Sinon, ils sont disponibles dans les librairies qui sont mentionnées dans notre site web aussi. Là. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci Sylvain.